Bien, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Merci d'être présents aujourd'hui à notre webinaire concernant les entretiens périodiques. Je me présente, je suis Franz Duboissé, consultant RH, ancien DRH dans divers secteurs comme le service, le commerce, les BTP, entre autres, et responsable de la hotline sociale au sein de MSP RH pour les entreprises cherchant soutien et accompagnement dans leurs décisions concernant la gestion des ressources humaines, en particulier de leurs ressources humaines. Donc aujourd'hui, la vie des salariés est jalonnée de différents entretiens. Du coup, la vie des managers et des chefs d'entreprise est très occupée par ces mêmes entretiens. Outre le caractère qualitatif qu'ils puissent avoir, ils ont surtout un caractère législatif qui peut mettre en difficulté une entreprise si celle-ci n'a pas assumé ses obligations en la matière. Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, en particulier. Hop, je te fais passer là. Non, ici. Donc, nous allons voir d'où proviennent tous ces entretiens. L'intervention de l'État dans la gestion des ressources humaines d'une entreprise est quand même relativement récente. Les premières traces de cet interventionnisme remontent à 1982. Bon, pour certains, vous allez me dire, c'est pas si récent que ça, avec les lois Auroux et la formalisation du droit d'expression des salariés. Et à partir de ce point, l'interventionnisme a été de plus en plus net au point de légiférer sur la GPEC, ce qu'on appelait la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et carrières. Le législateur a alors légiféré pour harmoniser les chances des salariés entre les très grandes entreprises et les très petites entreprises. Et faire entrer aussi dans ces petites entreprises des pratiques sophistiquées dans les entreprises qui n'ont soit pas les moyens de les avoir ou sont totalement ou tellement éloignées de cette vision. Par ce mouvement, donc, l'État accompagne les changements par des lois qui imposent aux entreprises de rencontrer officiellement et avec une mise en scène normée tous ses salariés, comme par exemple l'entretien de forfait suite aux lois sur les 35 heures. Et surtout, une décision de la Cour européenne qui a bien poussé à mettre en place cet entretien. L'objectif donc de ces règles est de faire en sorte que le salarié puisse acquérir un maximum de connaissances dans les meilleures conditions et augmenter ainsi ses chances de retrouver un emploi. En gros, on veut améliorer l'employabilité des salariés. C'est parce qu'il est parfaitement employable. Il peut donc facilement retrouver un emploi, donc par voie de conséquence. Son licenciement n'est plus un drame, c'est une anecdote dans sa carrière. Il sera ainsi plus facile, si on va jusqu'au bout de la logique, d'alléger les procédures de licenciement puisque les conséquences seront faibles. C'est une vision, hein, évidemment. Si tu veux bien taper ici, merci. Donc, est-ce qu'on peut d'ailleurs se demander si l'État est vraiment dans son rôle ici, au sein d'une entreprise, de venir se charger de la gestion. Mais ce n'est pas on va me dire que ce n'est pas un interventionniste, c'est un régulateur dans ces conditions-là. Reste qu'il y a quand même des petites interventions. Quels sont ces différents entretiens? Il y a tous les entretiens liés à la carrière, donc parce qu'on peut les classer en 4 grandes catégories, hein. Ceux donc liés à la carrière du salarié, ce sont les entretiens annuels, professionnels ou l'état des lieux, ou dit bilan d'ailleurs, comme on le sent.
Ceux liés évidemment au rythme de travail, s'ils sont spécifiques évidemment, c'est-à-dire l'entretien pour les salariés au forfait ou maintenant à ceux en télétravail. La troisième catégorie, c'est les entretiens liés au retour du salarié suite à des absences de longue durée, comme la longue maladie, la maternité, le congé parental, le congé sabbatique ou toute autre absence de longue durée. Enfin, une fois qu'on a fait celle-là, je crois qu'on les a tous fait, toutes faites au moins. Et enfin, si ça veut bien venir, les entretiens liés aux circonstances, c'est-à-dire ceux qui font écho à un événement particulier, comme l'embauche, le premier des entretiens, la sanction ou le départ de l'entreprise. Pour notre cas et pour aujourd'hui, nous allons rapidement nous pencher sur les trois premiers, c'est-à-dire carrière, rythme de travail et absence longue durée. L'entretien annuel. Alors, l'entretien annuel n'a pas de fondement légal. Bien le savoir. Il est, il est clair qu'il fait partie des habitudes de la très grande majorité des sociétés qui ont d'ailleurs eu tendance à le confondre avec l'entretien professionnel. Ce que la Cour de cassation a relevé très dernièrement. Cet entretien, permet de faire le point sur les résultats du salarié au cours de l'année et d'en faire le bilan, de le comparer aux objectifs qui avaient été donnés l'année précédente et ainsi étudier les performances du salarié. Dans ces entretiens annuels, on cible la performance. Cela permet de faire un tour d'horizon des réussites et des échecs ou éléments à améliorer. Face à cela, une stratégie d'amélioration est mise en place par le biais d'accompagnement, de formation, de reclassement qu'on va définir en commun. Enfin, on définit en commun, là aussi, des objectifs pour l'année à venir. Ce type d'entretien peut être à 360 degrés, et c'est-à-dire permettre aux salariés de faire le point aussi sur le management de son supérieur. Et là, subitement, ça ne devient pas tout à fait le même entretien et il est beaucoup moins agréable. Cet entretien donc a lieu une fois par an, généralement, hein, soit en début, soit en fin d'année. Il est absolument pas obligatoire. Par contre, c'est un véritable outil de management s'il est exploité correctement et s'il est suivi des faits, évidemment. C'est un entretien vraiment qui est entré dans les habitudes des entreprises, bien que la loi ne l'ait pas incité les employeurs à faire ça. D'ailleurs, c'est assez intéressant à étudier. L'autre entretien, c'est assez marrant de se mettre comme ça, c'est l'entretien professionnel. L'entretien professionnel, lui, fait partie des entretiens imposés par la loi. Il relève du cadre du développement humain. Il est donc fait pour rechercher le meilleur développement du salarié au sein de l'entreprise. Pour cela, il permet d'étudier les compétences, alors que l'autre, on était sur les performances. Ici, on est sur les compétences du salarié. Donc, à ne pas confondre avec les performances qui étaient l'objet du précédent entretien. Puisque nous sommes dans le domaine de la compétence, cet entretien met en évidence les besoins de formation du salarié, donc c'est du développement humain, ça. Chacun a besoin d'acquérir des compétences pour obtenir de bonnes performances. Et le lien est quand même facile à faire. On fait donc un bilan des formations faites par rapport à celles que l'on a prévues 2 ans auparavant, que l'on avait détectées comme absolument nécessaires, obligatoires, indispensables. Vraiment, ça aurait été dommage de ne pas les faire.
Là, à l'entretien suivant, on dit, «Tiens, ce qui était absolument fantastique à faire, pourquoi ne l'ai-je pas suivi les formations?» «Ah, c'est parce que trop de temps, machin, puis pas de temps, mais on va en prévoir de nouvelles». Puisque nous sommes dans le développement humain, cet entretien est le moment où l'entreprise cherche à connaître les attentes aussi du salarié. Et là, c'est un point important, les attentes en matière de carrière. Comment se projette-t-il à court, à moyen et à long terme, quitte à ce qu'il envisage un développement de sa carrière en dehors de l'entreprise? Je pense il peut être important aussi de creuser un petit peu les interrogations, sur ce point de vue-là. Bon, vous allez me dire, «Ouais, bah, enfin, en ces temps de difficultés à recruter, c'est peut-être pas le moment d'aller lui dire que c'est, absolument magnifique ailleurs». C'est vrai. Par contre, s'il a en tête de vous quitter, bah, c'est peut-être pas mal de le savoir un petit peu à l'avance pour se préparer. Bon, cet entretien, il se déroule tous les 2 ans. Il peut être conduit par un élément autre que le supérieur hiérarchique, hein, contrairement au premier entretien, à mon avis, qui doit être fait par le supérieur immédiat. Il est obligatoire et il est obligatoire. Alors, s'il n'est pas fait, donc pendant 6 ans, il peut devenir un élément négatif en cas de contestation, de rupture, ça déjà, et surtout, il peut faire l'objet d'une pénalité pour les entreprises de plus de 50 par un abondement sur le CPF du salarié. Cet abondement peut aller de 3 000 à 9 000 €. Bon, bah, puis comme ça, ouais, c'est pas grave. Avec l'amende, ouais, c'est un petit peu plus grave et surtout, comme on le verra à la fin, en cas de légère tension sur, une séparation qui ne se passe pas aussi brillamment que prévu, on se retrouve avec tout un tas d'arguments en moins, tout de même. L'entretien de l'état des lieux, autre entretien obligatoire. Tous les 6 ans, le salarié doit avoir eu son entretien de bilan ou entretien sectionnal ou entretien d'état des lieux. Cet entretien est l'occasion de faire un état des lieux de la carrière du salarié dans l'entreprise. Quelles ont été pendant ces 6 années ses promotions? Que pendant Quelles ont été les augmentations? Quelles ont été les formations qui ont été suivies? C'est vraiment un état des lieux de la carrière des 6 dernières années du salarié. L'essentiel est de faire le bilan de réalisation des 3 entretiens professionnels précédents. Donc évidemment, le constat d'absence de formation pendant cette période implique par voie de conséquence, le paiement auprès de l'OPCO d'un abondement sur le CPF du salarié. Ça fait l'objet d'une déclaration tout à fait particulière. C'est l'occasion de faire le bilan de l'évolution de carrière du salarié, donc soit une augmentation de coefficient, soit un changement de poste, soit un changement de catégorie. Le but dans cette affaire, il est d'éviter que le salarié entre en manœuvre à 18 ans, voire 16 ans, finissent manœuvre à 62 et maintenant à 64 ans. Toujours le même constat, évidemment toujours le même constat, hein, ce qui est possible et sans trop de problèmes dans une très grande entreprise, ça peut vite et très, très vite, devenir complexe pour une TPE et encore plus chez un artisan. Enfin, il est fait un bilan des augmentations de salaire au cours des 6 dernières années. Il sera intéressant, hein, il sera vraiment réellement intéressant de lire les premiers arrêts sur ce sujet, en particulier sur les personnes qui sont au SMIC. Il augmente, lui, automatiquement chaque année, par la loi, mais uniquement, cette augmentation, elle est du fait de la loi et non du fait de l'employeur.
Je ferai la même remarque sur les augmentations générales visées par la négociation annuelle ou les augmentations visées par la convention collective. Donc là aussi, toujours pareil, le but est d'éviter que le salarié qui entre au SMIC à 16 ou 18 ans, et il finisse par, bon, à 16, il ne sera pas, parce que c'est une partie du SMIC, mais à 18 ans, et qu'il finisse à 64 ans au SMIC, hein. Même remarque que précédemment. Extrêmement simple dans une très grande entreprise, particulièrement complexe chez un artisan. Donc cet entretien a lieu tous les 6 ans, il est obligatoire et il est pénalisé de la même façon que l'entretien professionnel en cas d'absence. C'est un entretien qu'il ne faut pas oublier, qu'il ne faut pas rater. C'est un entretien un petit peu complexe, qui fait un petit peu redite, mais qui aborde autre chose que la formation, puisqu'il aborde les évolutions de carrière du salarié pendant ces 6 dernières années. Donc c'est un entretien, il ne faut pas se cacher, qui peut amener quelques tensions dans la relation. Autre entretien, l'entretien de forfait. Alors, dans la catégorie des entretiens liés aux conditions de travail, donc il existe pour les salariés, au forfait jour, un entretien spécifique. Au cours de celui-ci, on étudie les conditions dans lesquelles le forfait s'exécute. S'il veut bien dérouler, et il va trop dérouler, non, ça va. Il permet d'échanger, bah si, il permet d'échanger sur le difficile équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, sachant que les horaires de la personne au forfait sont faiblement, voire très faiblement encadrés, et qu'il est autonome pour gérer son emploi du temps, surtout quand il fait plus de 35 heures. Il est quand même beaucoup plus délicat à gérer quand on veut faire un jour moins de 35 heures dans une semaine. Bref. Donc on étudie si la charge de travail demandée correspond bien au forfait signé, donc à la globalité des jours. Est-ce que tout ce qui est demandé peut rentrer dans ces jours définis? Et est-ce qu'on peut faire entrer toute la charge de travail dans ce forfait? On échange aussi sur la correspondance entre la rémunération, le travail accompli et pendant le forfait, et et la hauteur du forfait, et si elle prend bien en compte donc le volume horaire et le tout pour accomplir ce travail. Il se déroule évidemment tous les ans et est obligatoire, sous peine quand même, et obligatoire. Réellement, ne pas prendre à la légère cet entretien, parce qu'il est obligatoire, et donc, s'il est obligatoire, il y a une sanction derrière, si c'est pas tenu. Et cette sanction, elle est simple, elle est de voir la convention que vous avez signée avec votre salarié, la convention de forfait, dans votre contrat de travail ou dans un document annexe, votre convention de forfait privée de tous ses effets. Et donc, dans ce cas-là, l'employeur, lui, sera redevable des heures supplémentaires exécutées au-delà des 35 heures. Et comme on a vu quand même au-dessus que l'on a mis en place ce forfait jour, ce n'était pas pour faire moins d'heures, mais beaucoup plus d'heures que les 35 heures. Donc, il peut évidemment faire partie de l'entretien annuel, ça c'est vrai. Généralement, c'est la dernière partie de l'entretien. Et surtout, il permet de valider l'accord global du salarié sur le fait que son forfait se passe bien, que tout va bien, que la vie est belle et que tout le monde est content et heureux dans l'entreprise. Autre entretien, l'entretien lié au télétravail. Comme le précédent entretien en télétravail, le salarié en télétravail de façon régulière et habituelle doit rencontrer officiellement son employeur. Je dis bien officiellement.
Cela permet de faire un état des lieux des conditions de travail du salarié, installation privée, matériel, rapport avec l'équipe. Donc, durant cet entretien, il est essentiel de faire le point sur les temps et horaires de travail. Cette mise au point est absolument essentielle pour la notion de contrôle. Évidemment, si vous n'avez pas clairement exprimé que le travail dans télétravail s'exécute de telle heure à telle heure, je ne vois pas comment vous allez pouvoir contrôler que la personne est bien au travail de cette même heure à cette même heure. Et à contrario, évidemment, on ne vérifie pas si si la personne est au travail au-delà des horaires qui ont été définis. Il permet de valider aussi le ressenti du salarié face à cette organisation, qui est quand même assez nouvellement mise avec un certain emballement, et si besoin, de mettre en place des procédures spécifiques pour organiser les descentes et les remontées d'informations, délais de remise de travail, essentiels pour toujours, là aussi, essentiel pour le contrôle à distance du salarié. Réellement, c'est un entretien qui n'est pas tout à fait anodin. Il y a un gros intérêt à bien le suivre. Enfin bon, cet entretien est l'occasion de valider l'adaptation du salarié et du service. Ah oui, il y a deux parties hein, dans un contrat. Il y a l'entreprise et le salarié. Donc, de valider l'adaptation du salarié et du service à cette organisation du travail. Il faut un peu s'apercevoir, il est possible, il est pas possible, et ça c'est déjà vu, de s'apercevoir que le télétravail était inadapté à la tâche demandée aux salariés et au fonctionnement de l'ensemble du service ou au fonctionnement de l'ensemble de l'entreprise. Parce que pas présent sous la main, pas possible lui demander des renseignements ou autres, pour n'importe quelle raison. Et bon, c'est pour ça qu'il est important de faire cet entretien et de voir si cette situation est adaptée aux salariés et adaptée au service. Il faut savoir aussi que votre CSE, et pour les plus grandes entreprises, sa commission sécurité et conditions de travail, est absolument en droit de vérifier le bon déroulement de ces entretiens. Ça rentre dans sa compétence liée à l'organisation du travail. Donc soyez extrêmement pointilleux sur ce genre d'entretien. Et toujours pareil, on le verra après, si vous mettez en défaut ce genre d'entretien, il va être assez compliqué de mettre en défaut le salarié sur d'autres points. Autre entretien qui devrait se dérouler et qui se déroule pas trop dans les entreprises, c'est les entretiens de retour d'absence de longue durée, pardon. Autre entretien, l'entretien de retour d'absence, il s'adresse aux salariés revenant d'une absence de longue durée, telle que la longue maladie, le congé maternité, le congé parental, congé sabbatique, plus rare, ou tout autre congé de ce type, voire les congés de mobilité. Cela permet de renouer avec le salarié et de faire le point sur son déroulé de carrière comme lors de l'entretien professionnel. L'employeur pourra donc évaluer avec le salarié ses besoins de formation à son retour en fonction des modifications de l'environnement global, évidemment de l'entreprise,
et de vérifier les écarts de rémunération que l'absence aurait pu créer. Non, je ne parle pas du tout des congés parentaux et des congés maternité, où c'est là que l'on a le plus de problèmes. Cela sera l'occasion de voir avec lui les différents changements d'organisation, d'entrée de nouveaux logiciels, de la restructuration des services qu'il a pu y avoir pendant son absence, peut-être aussi pour pallier son absence, arrivée de nouveaux salariés et les départs qui ont pu avoir eu lieu pendant son absence. L'objectif concret est que le salarié ne soit pas perdu à son retour. Euh, bon, l'entretien, évidemment, a lieu dès le retour du salarié, mais dès le retour, pas un mois après. Dès le retour du salarié au sein de la société, il est obligatoire. Toujours pareil. Il est obligatoire, de la même manière que l'entretien professionnel. Et la Cour de cassation a déjà relevé que l'absence d'entretien dans une entreprise et a fortement condamné l'entreprise sur ce fait. Toujours pareil, il y a quelques obligations, on les suit, sinon on se met en défaut vis-à-vis d'un juge, d'un possible juge en cas de problème avec le salarié ou en cas de rupture un peu difficile. L'entretien de fin de mandat, alors là, celui-là, c'est encore plus rare de le voir dans les entreprises. L'entretien de fin de mandat concerne évidemment les représentants du personnel, le CSE, ou les délégués syndicaux, évidemment, ou tous les autres mandats associés à ces deux mandats, ces deux institutions, puisqu'il y a des représentants, dans certaines entreprises, il y a des représentants auprès des prud'hommes ou auprès de la caisse de sécurité sociale auprès de ma blonde et auprès de la convention collective. Si vous êtes dans cette configuration, sachez que le syndicat peut enlever ce mandat à la personne et donc voir revenir la personne à travailler à se remettre à travailler. Comme le précédent, il permet de faire un point sur le déroulé de carrière du salarié. Ah, et là, ça crée des petites tensions là aussi. Carrière qui a pu être impactée et qui a été immanquablement impactée par le mandat. On étudiera aussi la manière de compenser ces problèmes liés au mandat. Qu'on ne dise pas, non, 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 il a la même carrière que les autres. C'est pas parce qu'il est au CSE qu'il sera moins augmenté des autres et qu'il n'aura pas la promotion. Bon, même s'il est vachement souvent absent avec toutes ces heures de délégation et que ça ne nous arrange pas. On fera évidemment un état sur les besoins de formation pour assurer aux salariés un retour, une réintégration sans problème dans l'entreprise. Dans des situations tout à fait particulières, il pourra même être envisagé un reclassement du salarié sur des postes plus adaptés à la personne à son retour. Bon, là, on est quand même sur des mandats nationaux, puisqu'ils ont été de très longue durée, où la personne a été totalement absente de l'entreprise. C'est quand même des choses beaucoup plus rares ici. Bon, comme l'indique son nom, hein, évidemment, il va se dérouler en fin de mandat. Ah non, c'est pas vrai. Si, si. Il se déroule en fin de mandat et en absence d'entretien, eh ben, pareil, même traitement que pour l'entretien professionnel. Il est donc obligatoire et donc s'il n'est pas fait,
il y a des amendes, enfin, j'appelle ça une amende, mais des versements obligatoires à faire sur le CPF du salarié. Bon, on le voit quand même. On le voit ce qu'on peut constater, c'est que les principaux entretiens, donc multipliés par le nombre de collaborateurs sous chaque hiérarchie, vont au bout du compte prendre énormément de temps à l'encadrement. Il serait complètement doublement négatif de ne pas les rendre efficients et constructifs pour l'entreprise et les salariés. C'est un vrai, ça doit être le véritable but et c'est très compliqué pour l'entreprise, c'est vrai, mais vous allez perdre énormément de temps. Alors perdre, non, non, c'est pas perdu. Vous allez prendre énormément de temps à faire ces entretiens. Il est dommage qu'une fois que ce temps pris soit passé, que ça ne serve à rien, hormis d'avoir permis à votre hiérarchique de rencontrer enfin son salarié. Aussi, il est indispensable évidemment de construire un guide commun pour l'ensemble de la société afin que les informations collectées soient facilement compilables et exploitables. Euh, Là, c'est la VRH qui va se faire ça et il vous remercie. On parle des mêmes choses avec tout le monde, ce qui permet de construire après des outils liés à ces entretiens beaucoup plus facilement. Si vous acceptez, vous, aujourd'hui, de prendre beaucoup de temps à collecter, compiler, analyser les chiffres des achats et des ventes de votre entreprise, il est tout de même, à mon avis, plus que nécessaire de penser à prendre un peu de temps pour lire, comprendre et traduire dans les faits les interviews des salariés. Ça ne serait pas quand même le drame absolu pour l'entreprise. Dans ces entretiens, des engagements sont pris par les collaborateurs et avec les collaborateurs par l'entreprise et les collaborateurs prennent des engagements vis-à-vis de l'entreprise. Donc, il faudra bien, un moment ou un autre, répertorier ceci, pas une fois par an, juste 5 minutes avant l'entretien, contrôler contrôler le bon avancement de ces engagements tout au long de l'année. Et faire en sorte que le quotidien ne vienne pas submerger ce flot de bonne volonté dont chacun fait preuve pendant ces entretiens. Ça, c'est indéniable. Tout le monde est à l'écoute, tout le monde est prêt à entendre et à s'exprimer et à faire les plus beaux vœux. On se croirait à une soirée de 31 janvier. De 31 décembre, pardon. Vraiment, il faut les répertorier, il faut que vous ayez les outils qui vous permettent de les répertorier. Alors, il y a des outils plus ou moins performants en fonction de la grandeur de l'entreprise. Mais ne serait-ce qu'un tableau Excel pour pouvoir suivre ces engagements. J'ai prévu qu'il y aurait cette formation et cette formation. J'en suis où dans ce sur quoi je me suis engagé? Est-ce que ça a été fait? Ça a été fait, pas fait, et pourquoi ça n'a pas été fait? Ça sera tellement plus simple pour l'entretien suivant. Donc, l'exploitation des informations collectées seront la source quand même de votre politique sociale. Aussi, à mon avis, il est essentiel de bien les analyser pour éviter des trous dans la raquette, ça me paraît évident, mais aussi par voie de conséquence des départs en cascade avec une impossibilité de stabilité. Ou encore un peu plus grave, ou encore plus grave, des mécontentements qui freinent considérablement la rentabilité des femmes et des hommes que vous avez embarqués dans votre challenge. Euh, Vos hommes, comme
c'est comme la comptabilité, vous avez soit une comptabilité avec un bilan, et puis vous mettez le bilan dans une armoire, soit vous analysez, vous faites du contrôle de gestion, vous faites des choses un petit peu plus, fortes, et préventives. Et là, c'est pareil. Vous avez des informations, vous avez collecté, vous devez les compiler, les travailler, faire du contrôle social, hein, c'est ce qu'on appelle le contrôle social, pour vérifier que tout ce que vous avez dit est bien mis en place, ou tout ce que vos salariés ont dit en votre nom et en nom de l'entreprise sont bien mis en place. Parce que le dernier le dernier responsable, ça sera vous. Ne cherchez pas. Le supérieur hiérarchique du gars sera peut-être encore là ou plus là au moment du problème. Et de toute façon, c'est pas lui qui sera appelé à la barre, c'est vous qui serez appelé à la barre et c'est vous qui devrez vous défendre. Alors, évidemment, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Qu'est-ce qu'il faut retenir de ces entretiens? C'est que la construction des entretiens repose bien sur des, textes législatifs et que l'on ne peut contourner sans se mettre judiciairement en danger. Soyez conscients de ça. Que Ça, c'était mon premier, que, ces entretiens sont multiples, sont chronophages, ça, on en est tous d'accord. C'est pourquoi on reporte aussi la charge sur la hiérarchie. Mais alors, dans ce cas-là, ne les envoyez pas au casse-pipe, formez-les avant. Ne cassez ni la pipe de votre hiérarchie, ni celle de vos salariés. Les envoyer sans formation sur l'entretien, c'est quelque chose qui est très illusoire sur le résultat final. Pour que ce ne soit pas une perte de temps, exploitez les résultats de ces entretiens et bâtissez votre politique sociale sur cette base issue de la base. Parce que vous allez rechercher dans un entretien le ressenti de vos salariés, et donc de la base de votre entreprise. Donc soyez extrêmement pointilleux, soyez rigoureux sur ce point de vue-là. Comme ces entretiens sont obligatoires, évidemment, leur absence de tenue vous fragilise et vous met dans une position d'amendable potentiel. Si ça se passe que sur une ou deux personnes, bon, c'est une amende à 3 000, de 3 000 à 9 000 euros. Bon, c'est déjà conséquent, mais si c'est systématique et si vous en faites une politique, bon, ça sera fois le nombre de salariés en poste. C'est pas, ça devient une amende tout à fait conséquente. Sachez-le, et comme ils sont obligatoires, si vous ne faites pas, cela devient aussi un argument pour le salarié en cas de procédure prud'homale. Évidemment, comment reprocher quelque chose à une personne alors qu'officiellement vous ne l'avez jamais briefé sur ce sujet, malgré tous les outils qui sont mis à la disposition de l'employeur par le législateur. Vous comprendrez bien que, vous ne pouvez pas licencier une personne sur des, manques de résultats, sur, une non-exécution de la tâche, de choses comme ça. Si elle-même va pouvoir dire: «Bah, ça fait, 6 ans que je suis dans l'entreprise, j'ai jamais eu le quart du premier entretien». On aurait peut-être pu en parler pendant cet entretien. On aurait peut-être pu trouver des moyens d'éviter que mon charmant employeur soit en colère contre moi, alors que je suis le plus beau et le plus magnifique et plein de bonne volonté. Réellement, c'est un argument qui
difficilement contestable. C'est-à-dire, je ne peux pas contester une faute en faisant moi-même une autre faute. Soyez vigilants pour cet entretien professionnel. Soyez vigilants sur cet entretien d'état des lieux ou ces entretiens de retour d'absence, parce que les conséquences peuvent être bien plus fortes que celles de payer 3 000 € sur le CPF du salarié. Enfin, dernière chose, et pas la moins importante, c'est que ces entretiens sont un élément de votre politique sociale. Il serait quand même dommageable, si vous avez une politique sociale, que vos salariés traduisent leur absence comme étant une absence de politique sociale. C'est pas anodin, dans le cas de l'image entre un employeur, c'est pas anodin du tout dans ces difficultés de recrutement, dans ces périodes de recrutement difficiles, pardon, dans ces périodes de légère tension, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, Mettez-vous pas vous mettez pas en défaut vis-à-vis de ces entretiens. Oui, je sais, c'est long. Oui, je sais, c'est pénible. Oui, c'est compliqué parce que un entretien, bon, le premier, c'est sympa, ça permet de faire un tour d'horizon. Le deuxième devient un petit peu moins sympa parce que le tour d'horizon, on l'a déjà fait. Le troisième, bah, c'est extrêmement redondant, surtout pour l'employé, qui voit que malgré tout, tout ce qu'on lui a dit les entretiens précédents, eh ben, rien n'a été fait et rien n'a avancé. Et donc, ça le met facilement en colère et ça ne l'amuse plus. Et la fameuse bonne volonté que l'on a pu noter avant va disparaître d'elle-même. Voilà ce qu'on peut dire de ces entretiens professionnels. Bon, très succinctement, c'est vrai. Bien sûr, il faudra garder un peu de temps pour travailler quand même. Bah, merci pour votre attention. J'espère que ce tour d'horizon veillera des interrogations de votre part. Notre service sera présent pour y répondre, hein, évidemment, et pour vous aider dans votre gestion quotidienne de vos salariés, si vous le désirez. Bon, pour ma part, ce sera mon dernier webinar, hein. Je voudrais vous assurer du plaisir que j'ai pu avoir à vous présenter chaque mois un nouveau thème RH. Bon, j'ai tenté de simplifier au maximum les concepts sur lesquels la discipline repose. J'espère réellement que j'ai pu vous permettre de mieux aborder un point particulièrement sensible de la gestion d'une entreprise, c'est-à-dire la gestion des femmes et des hommes qui la composent. En tout cas, c'était mon but. Et bon, par excès d'optimisme sûrement, j'en garderai ce souvenir. Et je vous souhaite donc le meilleur pour vous et pour votre entreprise. Je vous remercie toutes et tous et je vous souhaite une excellente fin d'année, hein, parce qu'on n'en est pas si loin que ça. Je vous remercie et je laisse la parole à Aurélien.